il arrive avec une bonne petite hype, hein, Magomedov, maintenant va falloir confirmer. Vouloir mettre KO Makhachev, c'est une bonne chose, mais attention à pas trop se jeter. Un Français chez les 93 kg, ça va être intéressant à suivre. Un round de 5 minutes, des infos percutantes, alors rentre le menton, lève les bras, protège-toi du début à la fin et... On est le mardi 17 octobre 2023 et c'est le moment MMA. Et salut à tous, vous avez sûrement déjà vu passer ce visage, il s'agit de Magomedov. Il fera son premier combat samedi soir à l'UFC, il ouvre la carte et il ouvre même les early prelims. Vous pourrez retrouver son combat sur le Twitch d'RMC Sport ou sur le Fight Pass. Il arrive et il y a une hype autour de lui, Il a quelques beaux KO à son actif. C'est un combattant impressionnant, c'est un striker, plutôt étonnant pour un Dagestanais, même si on en voit de plus en plus. Alors j'ai regardé quelques highlights de ses vidéos parce que c'est dur de trouver des combats complets. Il a fait ses armes en Russie et en Thaïlande. 17 combats, 17 victoires, 14 KO. En pied-point, il doit être à 22 victoires, 2 défaites. Alors voilà, moi son style de combat, je suis un peu réservé quand même. J'ai peur que ce soit un peu limité pour l'UFC. Alors il peut me faire mentir et mettre des KO de fou furieux puis finir avec la ceinture. Mais bon, on n'en est pas là. Voilà, il travaille beaucoup sur un coup. C'est-à-dire qu'il va envoyer un sidekick. Il va tourner, un autre sidekick, il va tourner, il va tenter un overhand. Alors il y a aussi des coups de pied sautés, des coups de genoux sautés, c'est impressionnant. Il a mis quelques beaux KO avec les poings. Mais moi ce qui me fait peur, c'est qu'il travaille beaucoup sur un coup. Et à l'UFC, il va tomber sur des mecs aguerris. Là, son premier combat, c'est contre Bruno Silva. Bruno Silva, c'est quand même, je crois que c'est 23 victoires, 20 KO. Il a fait 3 rounds avec Alex Pereira. Il a été loin d'être ridicule. Même s'il a été touché dans le 3e round, il a survécu. Il a su être intelligent. Donc voilà, ça va être un combat très très dur. Attention à ne pas se faire contrer, parce que quand tu boxes sur un coup, tu prends le risque. Tu prends le risque de te faire contrer. Donc va falloir être très vigilant de ce côté-là. Et puis Bruno Silva, je veux quand même dire un petit mot de lui. Alors c'est vrai qu'il alterne les victoires et les défaites. Mais voilà, beaucoup de KO à son actif. Il ne s'est jamais fait mettre KO. Toutes ses défaites, c'est des soumissions ou des décisions. Et puis comme je vous dis, faire 3 rounds avec Alex Pereira, c'est pas rien. Donc vous me direz qu'Alex Pereira, c'est pas le même style que Magomedov. Pereira, il travaille sur des enchaînements, il travaille beaucoup en points. Ok, d'accord. Mais attention à ne pas se faire contrer par Silva dans ce combat et à casser la hype de Magomedov très très vite. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que Magomedov, avec un style comme le sien, avec une tête comme la sienne, il paraît que c'est une forte personnalité. S'il met un gros KO samedi soir, qui prend le micro et qui fait un call de dingue, je pense que là, l'UFC va être à fond derrière lui, ils vont le promouvoir, il pourrait très vite monter. On le sait, quand tu as une forte personnalité, quand tu mets des beaux highlights dans la cage, l'UFC peut très vite te catapulter dans les rankings. Donc écoutez, ce sera le premier combat de la soirée. Moi personnellement, je vais regarder. J'ai été pas mal hypé par ce que j'ai vu. Voilà, ça a fait beaucoup de foin quand il avait signé à l'UFC. On nous le vendait comme le nouveau prodige venu du Daghestan. Moi, je vous l'ai dit, j'ai une petite réserve là-dessus. Maintenant, il va peut-être me faire mentir. On verra ça. Et puisqu'on est à Abu Dhabi, vous le savez, on y reste et on enchaîne avec les déclarations d'Alex Volkanovski sur son combat à venir contre Islam Makhachev. Et il était l'invité hier d'Ariel Helwani, Volkanovski. Alors voilà, ce qu'il a déclaré, c'est assez intéressant. Il a dit « Moi, j'ai pas le temps de me préparer pour le pire. Je ne peux que me préparer pour ce qui va arriver. Et ce qui va arriver, c'est un chaos. » Alors bon, il a aussi ajouté qu'il n'avait pas le temps de préparer 10 scénarios pour ce qui allait se passer. Il fallait vraiment qu'il se focus sur une chose. Il avait choisi de se focuser sur le chaos. Alors je suis d'accord. Quand tu n'as pas eu un camp d'entraînement complet, tu as du mal à te projeter, à envisager plusieurs possibilités pour le combat, je suis d'accord. Maintenant, ils ont déjà eu un combat ensemble, donc je pense qu'en vérité, il sait quand même un peu ce qu'il peut apporter, il sait ce qui s'est passé la première fois, il sait ce qu'il pourrait proposer en plus, il a peut-être une petite idée de ce que pourrait proposer Islam Makhachev en plus aussi. Donc ça, voilà, je pense qu'il y a un petit peu de promo là-dedans aussi, de dire ouais je vais venir et je vais le mettre KO. Forcément que ton combat est beaucoup plus vendeur quand tu dis ça que si tu dis je vais venir et puis je vais essayer de gratter une décision en collant le mec contre la cage et voilà. Forcément il y a un petit peu de promo là-dedans. Maintenant il n'a pas tort, il n'a pas un camp d'entraînement entier. Sa force, et c'est ce que beaucoup de combattants disent, notamment Israël Adesanya, ils disent ouais, lui il vient, il n'a rien à perdre, il n'a pas la pression sur les épaules. Lui son camp d'entraînement il n'est pas fait, Makhachev il a un camp d'entraînement complet. Il peut venir, il peut essayer de tout donner, il peut essayer de surprendre Makhachev pour le terminer. Je suis entièrement d'accord. Par contre, attention, quand tu te jettes contre un mec comme Makhachev, il a quand même de la force dans les poings, Makhachev. Faut pas le voir comme un simple lutteur. Et puis surtout, tu peux te faire contrer, te faire amener au sol et te faire finaliser. Tu peux aussi cramer tout ce que tu as en réserve. Tu peux ne plus avoir de cardio à la fin du 2e round parce que tu as tout donné pour essayer de finir. Donc c'est une stratégie assez risquée, mais je peux la comprendre. Dans la position qui est celle de Volkanovski, je peux comprendre.
Et d'ailleurs, Mighty Mouse Demetrius Johnson s'est exprimé sur ce combat. Il a fait une petite analyse technique et lui, il voit la clé du combat pour Makhachev dans les middle kicks. Il dit voilà, Makhachev, il a l'allonge, il peut envoyer des gros middle kicks sur Volkanovski. Il se met en gaucher et boum, boum, il envoie ses middle kicks. Volkanovski, s'il les encaisse, il y a un moment, il va commencer à avoir mal au bras, ça va commencer à lui peser. S'il recule, il sort de la distance et du coup, il peut plus attaquer. Et s'il rentre, et ben là, tu le forces à rentrer dans ta distance et tu peux essayer de l'emmener au sol. Donc ouais, franchement, c'est pas bête quand on parle de Makhachev, on parle souvent d'un gros lutteur. Il a des points qui sont bons aussi, mais peut-être que ce petit détail du middle kick peut apporter quelque chose d'intéressant, peut empêcher Volkanovski de rentrer ou le forcer à reculer, et du coup ça va l'empêcher d'attaquer. Donc voilà, Demetrius Johnson, il était connu pour son gros fight IQ. Aujourd'hui, il fait des analyses que je trouve très intéressantes, donc forcément, j'hésite pas à vous les partager. Et on était sur le main event de la soirée, on passe au co-main event. Et je vais commencer avec un chiffre, 97,3%, c'est le taux de takedown defense de Kamaru Usman. C'est impressionnant. Pour l'amener au sol, c'est un cauchemar. Et Chimaev, il n'a jamais été amené au sol à l'UFC. Donc c'est vraiment très très fort. Et donc ça dit à quel point le combat peut être neutralisé. Et les deux peuvent peut-être rester debout, je ne sais pas, mais c'est peut-être une option. Et d'ailleurs, Kamaru Usman, voilà, il a fait l'éloge de Chimaev. Il a dit ouais, il est très bon, il est très fort, il est très rapide. Mais moi aussi, je suis tout ça, donc ça va faire un beau combat. Et puis il dit ouais, tout le monde se sent invincible jusqu'à ce qu'ils perdent. Bon bah c'est pas faux, t'as beaucoup de combats qui ont eu du mal à rebondir de leur première défaite. Alors on n'en est pas là pour Chimaev, mais si ça devait arriver, ce serait intéressant de voir comment il va s'en sortir. Là j'ai vu sortir le premier Embedded, tu vois que Chimaev physiquement il est impressionnant, son coach dit que le cardio ne sera pas un problème, donc après bon tu m'étonnes, il va pas dire qu'il va être cuit à la fin du premier round. Mais voilà, Chimaev on avait pu avoir des doutes, notamment contre Burns, alors on va voir s'il a réglé ce petit problème. Et Bilal Mohamed, qui est lui dans la catégorie des poids welter, qui est un excellent lutteur. Il s'est exprimé sur le combat et donc pour Kamaru Usman, il dit surtout faut pas que Kamaru aille à la guerre. Attention, Chimaev, il va lui mettre la marche avant, il va chercher à le détruire. Moi, si j'étais Usman, je rentrerais pas dedans tout de suite, j'essaierais de tourner, j'essaierais de casser le rythme du combat, de coller Chimaev à la cage, le mettre dos à la cage et je resterais sur des choses simples, du jab, je tourne, du jab, je tourne, je viens de coller à la cage, je casse ton rythme, je te laisse pas imposer ta marche avant qui est horrible. Voilà, il pense que Usman ne pourrait pas suivre si ça se passait comme ça. Je suis assez d'accord avec lui, il va falloir être intelligent du côté d'Ousmane, il va falloir faire un combat de vétéran. Et il dit du côté de Chimaev, c'est mentalement qu'il faut le préparer. Il faut lui expliquer que ça va être le combat le plus dur de sa vie, qu'il affronte un ancien champion, que ça sera pas facile, mais qu'il va le faire. Ouais, je suis d'accord. Je suis assez d'accord. Le changement d'adversaire, ça peut chambouler, surtout qu'il était parti pour affronter Paulo Costa. Il se retrouve avec Ousmane. Les styles sont différents, les possibilités sont différentes. Donc, analyse assez intéressante de la part de Bilal Mohamed. Et Bonical, je vous en parlais, lui c'est pareil, c'est un mec qui monte. Vous voyez, on parlait de Magomedov tout à l'heure chez les poids moyens. Bonical, c'est pareil, sauf que lui c'est un lutteur. Il est mis très en avant. Il a déjà 2 grosses performances à l'UFC. Donc là, l'UFC va sûrement le faire monter. Et Bonical, il a dit ouais, je suis déçu que l'UFC ne m'ait pas proposé de prendre le short notice contre Chimaev. Au moins qu'il m'appelle et qu'il me demande, ça m'aurait fait plaisir. Puis après il chambre un petit peu, il dit mais bon, je comprends, ils veulent pas que je débarque en 10 jours de short notice et puis que je détruise le mec devant ses fans. Bon voilà, ça c'est pour la petite pique, voilà, c'est pour faire parler de lui, mais bon, je peux comprendre peut-être sa frustration, puis vu qu'il sait qu'il va pas le combattre tout de suite, il peut se permettre de parler un petit peu. Ensuite, hier, je vous parlais d'Israël Adesanya, qu'il était très actif et que prendre un pas de recul pouvait être une bonne chose. Voilà, je suis tombé sur un chiffre. Adesanya, depuis 2019, c'est le mec qui a fait le plus de combats pour un title fight, le plus de défense de titre notamment. Il en est à 11. 11 combats pour un titre. Derrière lui, c'est Valentina Shevchenko avec 9. Et après, tu as Volkanovski et Kamaru Usman à égalité avec 8. Donc voilà, quand on disait que c'était un champion hyper actif, on ne se trompait pas. Ensuite, il y a Yann Gary qui a été interviewé par Schmo. Et voilà, il explique que son combat contre Vicente Luque, ça l'excite beaucoup. Ils se connaissent, ils se sont déjà entraînés ensemble, ils sont dans la même salle. Il dit voilà, moi j'ai demandé Thompson 2 fois, il a refusé. L'UFC me dit qu'il y a des mecs du top 10 qui me refusent. Et c'est pas grave, je vais prendre Luque, puis ça va faire un super combat. On a déjà sparé ensemble, alors pourquoi pas le faire devant les fans et les régaler. Très bonne mentalité de Yann Gary. Là, c'est un combat intéressant. Moi, j'aimerais le voir bientôt contre un lutteur. Ça sera peut-être le prochain coup. Luque, il est pas nul au sol, mais c'est pas forcément un lutteur. Ça va être la guerre debout, je pense. C'est une bonne étape de franchie pour lui s'il arrive à passer ça. Pereira qui dit qu'il aimerait revenir au mois de décembre et qu'il aimerait son combat de rêve, c'est Adesanya. Bon, forcément, ça n'aura pas lieu. Adesanya prend un pas de recul. Puis de toute façon, Pereira était trop loin dans les classements pour prendre Adesanya si proche. Après, il dit peut-être son combat de rêve, voilà, all time, quoi, un jour s'il peut. C'est vrai que ça ferait un combat sympa, striker contre striker. J'aurais hâte de voir ce que ça va donner.
Et puis je passe aussi maintenant au combattant Nick Newell. Je ne sais pas si vous vous souvenez de lui, c'est ce combattant qui n'avait qu'un bras. Et pendant un moment, il avait une seule défaite, c'était contre Justin Gaethje. Donc voilà, c'est assez fort de sa part. Il a combattu au Bellator, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, on parlait beaucoup de lui à l'UFC. Et l'UFC était assez réticente à le faire signer. Il l'avait fait combattre au Dana White Contender Series. Et franchement, il avait mis un combattant chiant en face. Un mec qui avait éteint son style. Et du coup, il ne l'avait pas signé. Il avait perdu. Après, vous voyez, je trouve c'est dur pour lui de se dire qu'il n'a peut-être pas signé à l'UFC à cause de son handicap. Mais parce qu'en fait, je peux comprendre l'UFC. L'UFC veut dire que c'est un sport propre, que c'est pas des sauvages qui se battent dans une cage. Et imaginez, il le signe. Et pendant le combat, je sais pas, il se retrouve ouvert à l'arcade ou alors il se fait détruire, ça peut arriver comme à n'importe quel combattant. Et on voit une photo d'un mec avec un bras qui a l'arcade qui saigne, du sang partout. Puis ça va tourner partout sur les réseaux. Puis l'UFC voulait pas que les gens pensent que c'était un combat de foire. Alors c'est dur pour le combattant parce qu'au final c'est un mec normal, il s'entraîne à fond comme tout le monde. Et il était à la poursuite de son rêve, j'ai envie de dire. Et puis il était un petit peu victime de la bien-pensance. Écoutez, c'est dommage pour lui, mais là voilà, il semblerait qu'il ait pris un pas de recul par rapport au MMA, qu'il fasse beaucoup de compétitions de grappling et il a combattu à l'ADCC Trial, pardon. Donc l'ADCC, vous le savez, c'est la compétition de grappling. Trial, alors je suis pas un expert, mais je pense que c'est voilà l'ADCC, il y a plusieurs tournois tout au long de l'année avant le gros tournoi. Je suppose que c'est ça, je voudrais pas trop m'avancer. Si vous savez les gars, mais mettez-moi dans les commentaires. Mais voilà, l'info c'est qu'il a quand même passé 3 soumissions lors de ce tournoi. Donc voilà, pour un combattant à un bras, c'est quand même exceptionnel. Et maintenant, vous commencez à en avoir l'habitude, c'est le moment de la minute boxe. Et la première information, elle concerne Anthony Pettis, ancien champion UFC, qui a demandé à affronter Jake Paul. Voilà, Jake Paul hier a annoncé qu'il faisait son retour le 15 décembre. Pettis lui a dit, écoute, le 15 décembre, on l'a fait en anglaise. Et au mois de février, on l'a fait en MMA au PFL. Les deux sont sous contrat au PFL, donc écoutez, pourquoi pas. Maintenant, voilà, Pettis, c'est sûr qu'il a beaucoup envie de combattre, ou alors il a beaucoup envie de faire de l'argent, parce qu'il avait, on le rappelle, répondu au call de Cédric Doumbé. Alors d'un point de vue financier, je pense qu'il est mieux à prendre Jake Paul, surtout en boxe anglaise. D'un point de vue sportif, c'est sûr que ce serait plus intéressant de le voir combattre Cédric Doumbé. Donc écoutez, j'ai pas vu la réponse de Jake Paul. J'espère que ça va tomber et qu'on va en apprendre plus très très prochainement. Puisqu'on parle de la famille Paul, sachez que le pay-per-view Tommy Fury contre KSI et co-main event Paul Logan contre Dylan Dennis a vendu 1,3 million de pay-per-view, c'est énorme. Pour rappel, en boxe anglaise, Davis contre Garcia, qui sont deux vrais boxeurs pour le coup, avaient vendu 1,2 million. Donc ils font mieux. À l'UFC, 1,3 million, c'est ce qu'avait fait McGregor contre Diaz, le tout premier. C'est aussi ce qu'avait fait Lesnar contre Mir ou encore Ousmane contre Masvidal. C'est un truc de fou, hein. McGregor Diaz 2, ça avait fait 1,6 million. Et le record, c'est Khabib contre McGregor, 2,4 millions. Et ils ont fait 1,3 million. Comme quoi, vous voyez, ça trouve vraiment son public, ce genre de combat. Alors après, on peut dire ce qu'on veut pour le côté sportif, mais en tout cas pour le côté business, eh bien écoutez, il faut croire que ça marche très très bien. Dernière news, Darren Till, pareil, qui s'est exprimé hier chez Ariel Helwani. Et voilà, il explique qu'il est très proche d'avoir un deal avec un promoteur de boxe anglaise, donc avec Misfit Boxing. Il dit voilà, là, le plan, c'est de combattre en novembre ou en décembre. Et l'année prochaine, je prends Mike Perry. Donc écoutez, ce combat avec Mike Perry, ils en parlent tous les deux. Je pense que ça va finir par avoir lieu. Et puis il s'est exprimé. Et ouais, j'avais l'impression que les deux étaient plutôt potes. Puis il dit ouais, je sais que Mike Perry, il a déjà dit qu'il me détestait. Moi, je sais qu'il a une famille. Je suis content pour lui. Je lui souhaite le meilleur. Moi, quand je le vois, Mike Perry, j'arrive pas à le détester, au contraire. Donc ouais, c'est vrai que quand tu les vois, les deux, ils sont assez complices. À l'époque de l'UFC, je peux comprendre qu'il y avait une petite rivalité. Aujourd'hui, voilà, les deux ont vieilli, les deux ont pris des défaites. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, je pense qu'ils seraient contents de s'affronter l'un l'autre. Il y a beaucoup de respect. Hein. Darren Till, il le dit. Moi, c'est quelqu'un que je respecte énormément. Écoutez, c'est tout pour la Minute Box. Il y en aura peut-être une autre demain. Et avant de passer à la Minute Auditeur, je voulais vous partager 2 dernières infos. Il y a notamment le français Oumar Sy, hein, donc lui il serait le meilleur français en moins de 93 kg. Donc écoutez, il était au KSW, il est invaincu 9-0, c'est assez impressionnant. Il signe à l'UFC en catégorie des light heavyweight, il y a vraiment de la place, je suis excité pour ça. Hein. Franchement, ça va être super intéressant à suivre. La ceinture peut changer énormément de mains, ça peut être là, on sait qu'il y a Pereira Prochaska, il peut revenir et la prendre, il y a vraiment beaucoup de monde, mais c'est très ouvert à la fois, donc il y a peut-être une place à faire pour Oumar Sy, en plus il arrive invaincu. C'est une catégorie, tu fais 2 gros KO dès le début, ça y est, tu te fais un nom et tu es tout de suite dans les très bonnes conversations. Donc affaire à suivre. Et la dernière info, elle concerne le Paris Saint-Germain. Il semblerait que le PSG veuille lancer une section MMA. Alors, ils ont déjà une section judo, et c'est le patron de la section judo qui en a beaucoup parlé. Il semblerait que Nasser El Khelaifi soit très, très intéressé.
Il est entré en contact avec Khabib. Apparemment, il y a eu de très très bons contacts pour que Khabib en soit entre guillemets le parrain. Et puis si Ali Abdelaziz, donc c'est pas n'importe qui, Ali Abdelaziz d'ailleurs il y a quelques mois, et j'étais passé au travers, il a tweeté une photo, c'était un montage, mais c'était une salle de MMA avec écrit PSG au sol. Alors qu'est-ce que ça donnerait? Moi je pense que ce serait une grosse salle de MMA qui paierait pour faire venir des gros coachs, et puis qu'après il ferait aussi, ce serait des agents quoi, ils auraient leurs combattants un peu comme le MMA Factory, puis il y a des combattants qui font de l'argent à l'UFC, au Bellator ou je ne sais où, le PSG toucherait un petit peu là-dessus. Donc écoutez, pourquoi pas, je pense que si le PSG fait quelque chose, ça va être quelque chose de grand, ils en ont les moyens, donc ça peut faire bénéficier le MMA français, donc ce serait excellent. Et on passe maintenant au moment auditeur. Et je commence avec le message de la petite frappe qui me dit que ça ne peut faire que du bien à Israël Adesanya de prendre un pas de recul au vu du rythme qu'il a tenu sur les dernières années et que ça peut redonner de l'intérêt à la catégorie. Je suis entièrement d'accord, c'est ce que je lui ai répondu. Souvent quand tu as un mec qui a régné pendant un moment, et même quand il a perdu, il a eu sa chance, et ben disons que là maintenant la ceinture va peut-être changer de main un bon paquet de fois. Là c'est Strickland, peut-être qu'il va se faire taper par Ousmane ou Chimaev, et ainsi de suite. Moi je trouve que c'est intéressant quand tu as une ceinture qui passe de main en main. Et puis après il ajoute la petite frappe que... Il verrait bien Adesanya prendre 2 ans de repos avec 1 an pour vraiment se remettre de toutes ses blessures, voilà, faire une sorte de remise à zéro et puis après 1 an pour se repréparer et pour repartir. Ouais, c'est vrai. Alors moi, je voyais plus une absence d'1 an, tu vois, pour être honnête. Mais après, voilà, dans 2 ans, il sera pas cramé. Il aura 36 ans, ce sera encore jouable. S'il veut revenir que pour 1 ou 2 combats, c'est faisable. Et par contre, tu as raison quand tu dis qu'il lui faudrait 1 an pour se remettre dedans, parce que c'est vrai que le game, il évolue continuellement. Ça change tout le temps. Tu vois, les combattants qui n'ont pas combattu pendant un bon moment, quand ils reviennent, voilà, il y a quelque chose qui s'est passé, ça a changé. Le style a évolué et souvent, ils sont plus à jour. Donc, c'est bien de prendre un petit moment pour se remettre à niveau. Il y avait aussi Janusa Kekar, désolé pour le pseudo, qui me disait que c'est vrai qu'avec la longévité qu'il a eu à Adesanya et le rythme qu'il a tenu, et le rythme, j'en parlais tout à l'heure, ça ne pourrait lui faire que du bien de se reposer un peu. Et puis ensuite, on parlait aussi avec Tétaneneux, qui lui aussi, de toute façon, était d'accord avec le pas de recul d'Adesanya, mais il ajoute quelque chose sur le dopage. Et il dit, ouais, moi je pense que le grand public, il s'en fout complètement que les athlètes soient dopés, et l'UFC aussi, tant que ça remplit les salles. Alors ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. Je pense que l'UFC, s'il n'y avait pas tout ce barouf autour du dopage, voilà, les autres ligues qui allaient les incriminer en disant regardez, l'UFC, ça peut être les premiers, les mecs sont dopés. En effet, je pense que l'UFC s'en foutrait. Voilà, tant que la salle est remplie, tant qu'ils vendent leur pay-per-view, ça leur irait très bien. Et puis oui, le spectateur moyen en soi, nous en France, je sais pas comment c'est aux États-Unis, mais c'est vrai que nous en France, on a vraiment cet esprit, non, faut tous partir sur un pied d'égalité, etc., etc. Aux États-Unis, je sais pas vraiment, peut-être qu'ils s'en foutent. Et puis de toute façon, tout le monde sait qu'il y a du dopage dans le sport professionnel. Maintenant, quand tu as appris qu'un athlète était dopé, ça entache toujours son image. Donc ouais, nous les spectateurs, parfois je trouve on est un peu hypocrite. On veut le maximum de performance et on veut aussi des athlètes clean, tout en acceptant que certains sont dopés. Donc oui. Mais en tout cas, pour ce que tu dis sur l'UFC, oui, je pense que l'UFC, s'il n'y avait pas les autres organisations, s'il n'y avait pas un peu cette pression autour du dopage, eux, strictement, à mon avis, ils n'en ont rien à faire. Ils veulent du show, ils veulent que ça vende et voilà, c'est le business avant tout. Écoutez, c'est la fin de la Minute Auditeur. Merci d'avoir participé. N'hésitez pas, je le répète, je réponds à tous les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et je vous quitte avec les images d'une vidéo de promo pour l'UFC Abu Dhabi. Je parle souvent de la promo de la boxe anglaise. Là, l'UFC, c'est une très courte vidéo. C'est un truc plutôt bien, donc je vous fais partager. Et on se retrouve demain à 17h. Salut!